Je veux à tout prix contribuer au développement de mon pays. Justement, on va très vite refermer cette parenthèse qu'on a ouverte sur vous et votre candidature à la présidence d'avenir. Bizarrement, pour bien le fermer, vous avez été candidat président de la République, vous avez voté, mais on ne vous a pas vu faire la campagne. C'est là où les gens se sont dit c'était peut-être une aventure. Non, bon, certainement c'est quelqu'un qui a mis de l'argent sur vous pour un bruit. Hein. Non, vous vous rappellerez que pendant la campagne, il y a eu plusieurs problèmes, surtout du côté de l'opposition. Vous êtes dans l'opposition? Oui, je suis dans l'opposition. Ah, d'accord. Nous sommes tous levés pour qu'il y ait rupture, pas seulement changement, mais rupture. Et il y avait plusieurs problèmes liés à la machine à voter, au fichier électoral corrompu. Et il y avait des gens qui voulaient battre campagne pour renverser la machine. Il y avait des gens qui avaient l'intention de coincer les FCC. Mais en général, c'est que je peux vous confirmer que les membres de l'opposition que nous étions, nous ne croyons pas à la tenue des élections. On était sûr que Nanga allait nous rouler, on était sûr que la CENI n'était pas prête. Et voilà. Donc à un point, j'ai demandé le report de l'opération de vote officiellement à la CENI pour que nous puissions résoudre... Là, vous avez déjà dépensé les 5 000 $, hein, donc il fallait que ce soit si j'étais allé, parce que vous avez déjà payé la caution, donc il fallait si j'étais allé. On voulait de bonnes élections, on a demandé le report pour 2 mois, 3 mois, justement pour résoudre certains problèmes. Aujourd'hui, nous avons des candidats qui réclament la réorganisation des élections. Pourtant, si à l'époque, il m'avait soutenu dans cette démarche-là, on ne serait pas à nous n'aurions pas de problème que nous avons aujourd'hui, peut-être, mais bon, nous sommes déjà là où nous sommes. Ce qu'il nous reste à faire, c'est d'évoluer, d'aller de l'avant et de faire avancer les choses. Allez, évoluer, aller de l'avant et faire avancer. Et 2 choses avant justement d'ouvrir la partie entrepreneuriat des jeunes. C'est ce que j'aurais bien voulu qu'on puisse en parler, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent, on va commencer par là, que pour arriver, peut-être pour arriver à devenir ce que vous êtes aujourd'hui, il faudrait seulement avoir un parapluie. Vous pensez aussi comme ça? Pas forcément. C'est vrai que... Le parapluie, ça doit être tiré par quelqu'un ou être porté par quelqu'un. Non, pas forcément. Moi, je suis un self-made, je le dis toujours. Donc, j'ai quitté la chaire universitaire où j'enseignais, l'université de Pretoria, pour me lancer dans un domaine qui m'était presque inconnu. C'est vrai que j'avais quelques notions de l'entrepreneuriat, parce que pendant que j'étais étudiant en Turquie, je faisais l'interprétariat, je traduisais pour les hommes d'affaires. Ça m'a permis d'apprendre quand même quelques notions sur l'entrepreneuriat. Mais le jour où j'ai décidé de quitter l'université pour devenir entrepreneur, c'était une aventure, c'était un risque que j'avais pris. Vous avez quelqu'un qui a cru en vous, qui a investi sur vous? Non, j'avais un peu d'épargne. Je savais quand même épargner, parce que souvent dans ma vie privée, je n'entre pas dans des dépenses inutiles. Je sais quand même épargner de l'argent. Le peu d'argent que j'avais m'a permis de me lancer. C'était dans le secteur textile, plus précisément avec les chaussures. Je me suis lancé, c'était une décision difficile. Pourquoi? Parce que j'enseignais à l'université. Imaginez un assistant, un doctorant, un chercheur quitter la chaire universitaire pour devenir pratiquement chailleur. Il fallait beaucoup de courage pour le faire, il fallait beaucoup de détermination. Je devais croire en moi-même. J'ai d'abord cru en moi-même et j'ai utilisé tout ce que j'ai appris à l'université, tout ce que j'ai accumulé comme intelligence, et j'ai essayé de le convertir justement dans ce que je fais, et ça a marché. J'aime bien l'expression, hein, mais bon, Chailleur ne devient pas Chailleur avec une boutique ou un magasin de vêtements. C'est pas Chailleur qui m'intéresse, ça c'est un homme d'affaires. Hein. Non, mais je n'ai pas commencé avec la boutique justement. J'ai commencé avec les chaussures à la maison. Je vendais à la maison. Ça m'a pris presque 6 mois. Avant d'aller dans une boutique qui n'était même pas la mienne, c'était la boutique d'un ami. J'ai aussi fait 6 mois là-bas avant de créer ma propre boutique. Donc quand je me définis comme chailleur à l'époque, c'est parce que j'avais commencé à la maison. J'avais engagé quelqu'un qui sortait avec des chaussures pour essayer de convaincre les gens. C'était très difficile. Mais bon, c'était un passage obligé. J'aime bien votre parcours, on y revient dans quelques instants. Mais justement, le temps pour moi d'aller sur la toile
Actu People dans cette émission. Ce sont ces images qui font le buzz sur la toile. Vous avez été très nombreux à poster, à reposter et à reposter toutes ces images. Et Gédéon Mutombo les a récoltées pour vous et c'est dans Actu People. On commence. Dans Actu People, c'est cette image qui a fait le tour de la toile. Le président de la République qui visite les léopards à 24 heures, à quelques heures de cette rencontre face au Libéria. Voilà, le président de la République à qui le président de la FECOFA remet son maillot, le maillot tagué FT, comme pour dire Fachi, et la photo de famille, le message, je veux cette victoire, ramenez-moi la victoire, je serai avec vous au stade. C'était cette image, ces images qui ont fait le tour de la toile. Deuxième image d'Actu People, cette image, on va regarder la photo. Voilà, c'est le jour du match, justement, Anthony et Félix, en découvrant ses fils aînés du président de la République avec qui ils se sont rendus. On va revenir sur la première image avant celle-ci. Non, on revient sur la première image. Donc voilà, c'est le fils et le père. On a découvert cette image qui a été postée, repostée. Anthony et son père qui se sont rendus ensemble au stade pour suivre le match. Et deuxième image, c'est cette image également qui a fait le tour, l'arrivée du président de la République au stade le jour du match. Troisième image, voilà, c'était le but, le but de la victoire, donc le plaisir ou la joie du président de la République avec son directeur de cabinet à côté. Ces images qui ont également fait le tour de la toile et a été postée plusieurs fois. On s'arrête sur cette image, c'est quelqu'un a posté avec un commentaire, Fachi, un vrai loco. Allez, cette image nous a intéressés. C'est la joie du président de la République avec son ministre, sa ministre de sport, je voulais dire, Madame Mabia, lors du BI des 3 ans pour tous. C'était la même chose également, tu étais contente de cette victoire aussi? Très content, j'avais même promis d'accompagner les léopards en Égypte en tant que sponsor. C'est une promesse que je tiendrai. C'était aussi une façon pour moi de motiver, je l'ai même dit avant le début de la rencontre. Voilà, j'étais content. Le football, c'est l'un des rares moments qui permet à toute la population de se réunir autour du drapeau. Nous avons essayé de fouiller sur lequel pas de tweet de toi, pas de photos sur cette victoire du léopard. Bon. S'il y a au moins 4 tweets de moi par rapport au léopard, avant, pendant et après le match. Gédéon n'a pas retrouvé tout ce qu'il m'a ramené comme tweet de cette économie nulle part. J'ai vu quelque chose sur le léopard, mais bon, malheureusement. Allez, d'autres photos qui ont fait le buzz sur la toile cette semaine. On va regarder très vite. Allez, voilà, encore une fois, le président de la République avec un inconnu au stade. Allez, ils se sont tapés de main. C'était certainement pendant le match en ligne. La légende dit raconte qu'il ne se leva plus la main droite et ses filles désormais appelées Pure Petit la prise date. Ce qui lui donne un énorme succès auprès de jeunes demoiselles de Jimmy Brasserie. Donc voilà, à la commune qui a eu la chance de se taper la main avec le président de la République. Allez, notre image qui a fait le tour, toi c'est le président de la République en train de prendre un jus de 500 francs, zeste. Tu as aimé cette image aussi? Bien sûr, toutes ces images d'ailleurs, vous savez, peut-être pour la première fois, nous n'avons pas un président super-homme. C'est ce qui réjouit beaucoup de gens. Voir que le président se comporte comme l'un d'entre nous, comme le plus petit, voilà, comme le commun des mortels. Le voir avec son fils aller au stade. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas de garde du corps. Dans sa voiture, il est avec son enfant. Il a transformé cela en moment de famille. Ce qui est intéressant, ce qui est extraordinaire et ce qui réjouit beaucoup de gens. Voilà. Allez, on va terminer avec ces images. On va finir avec notre activité. On va très vite. Hein. Allez, c'est quoi l'image, la prochaine image? Congo, Madame Denise Nyakeruchi Sekedi qu'on découvre de plus en plus. Également, la dernière image,
c'est cette image, elle s'est rendue au concert de Mike Kalambaï, concert pour la paix, Madame Denise Lekero. Ces images également ont fait le tour de la toile. Voilà, monsieur et madame Normal, on peut le dire ainsi. Voilà, monsieur et madame Normal, et ça nous réjouit tous. Donc ça prouve que voilà, ils sont au milieu du peuple et ils sortent du milieu du peuple. Alors, cette Kikuni, parlons de vous. Aujourd'hui, vous regrettez, vous êtes content de ce que vous êtes arrivé? Je suis content, je ne regrette rien, parce que je m'étais préparé à affronter ce monde et c'était aussi un rêve qu'il fallait réaliser à tout prix. Je l'ai réalisé, bien sûr que je ne l'ai réalisé qu'à 1% ou 2%. Il reste encore beaucoup à faire et voilà, je suis dans cette voie-là pour accomplir mes autres rêves. Je n'ai jamais compris de vous parmi vos messages, peut-être que ça a été mal interprété pendant la campagne électorale. On y revient quand même, hein. Vous avez promis de vendre la RTNC, nous vendre. Oui, ça nous a permis de soulever un débat. Ça nous a quand même frustré, nous autres, hein? Oui, je comprends votre frustration, mais c'était aussi pour nous dire quoi, en fait, l'entreprise de l'État que vous avez promis, vous êtes élu président de la République et je vais vendre la RTNC. D'abord, c'était une façon de soulever un débat de fond pour ou contre la privatisation. Nous avons remarqué pendant l'élaboration de notre projet de société que l'État était un très mauvais gestionnaire, que le privé gérait mieux les entreprises que l'État. Alors nous nous sommes dit, notre politique va consister à libéraliser plusieurs secteurs et à permettre au privé d'investir le plus possible. Alors, la RTNC fait partie de ces entreprises-là, excusez-moi, mais qui n'est pas très bien gérée. Donc l'objectif d'abord était, en privatisant la RTNC, d'améliorer les conditions aussi de travail des gens qui sont ici. C'est la chaîne nationale qui a un certain budget, mais qui n'est pas à la hauteur de ses tâches. Il y a le CESAC qui est là, mais pour nous, il fallait que l'État puisse se limiter à son rôle de régulateur, facilitateur et contrôleur des entreprises qui existent. Vous parlez de toutes les entreprises en général, non seulement les entreprises en général. Mais la RTNC incarne un peu cette entreprise qui frustre toute la nation. Si cette idée-là avait fait le buzz, si cette idée-là avait captivé l'attention de tout le monde, si cette idée-là avait créé le débat au plus haut niveau, parce que là je vous dis, même le plus grand professeur de notre pays en communication ont débattu pendant 2 jours là-dessus, c'était parce qu'il y avait une frustration. J'ai seulement dit tout ce qui se disait bas. Les gens étaient frustrés de voir la RTNC se transformer en cette église-là au milieu du village, mais qui ne fait que la promotion du parti au pouvoir. Les gens étaient frustrés de voir la RTNC ne couvrir que certains événements sans parler des autres problèmes que nous avons au pays, raison pour laquelle l'IDA a fait le buzz. Mais j'avais prononcé plus de 30 000 phrases dans mon projet de société, et la RTNC n'était qu'une phrase qui avait, vendre la RTNC n'était qu'une phrase qui avait peut-être 15 mots. Mais tout le monde s'est accroché à cette phrase-là parce qu'ils étaient frustrés. Raison pour laquelle ils ont demandé. En fait, on ne vous avait pas compris, en fait. On n'avait pas compris votre idée, en fait. L'idée était claire, mais vous connaissez les gens qui sont dans les réseaux sociaux. Parfois, ils aiment dévier le message, ils aiment en faire ce qu'ils veulent pour se créer eux-mêmes aussi le buzz. Mais ce n'était pas ça l'objectif, parce que j'avais expliqué. J'avais d'abord parlé du culte de personnalité. Le deuxième point, c'était le CESAC. Beaucoup de gens ne connaissent pas le CESAC, mais j'avais parlé du CESAC. Et le troisième point, c'était la RTNC, parce que je voulais donner beaucoup plus de pouvoir au CESAC et ouvrir la RTNC aux autres actionnaires. Mais je veux parler de la jeunesse aujourd'hui, cette jeunesse qui est la sève pour toute une nation. Lorsque vous regardez la jeunesse congolaise, vous dites quoi? Ça me révolte. Les jeunes Congolais vivent comme des animaux, malheureusement. Ça, je dois le dire. Très fort, hein? Oui, malheureusement. Parce qu'on a des jeunes qui... très fort, hein, dire que... Malheureusement, nous vivons comme des animaux, on doit se le dire. Nous avons des jeunes qui, avec 500 francs, il va s'acheter un petit agent de 200 francs, il achète une chicoine de 200 francs. Après, il prend cet alcool-là fort qui est importé, je ne sais pas d'où, qu'on appelle la Guinée ou je ne sais pas moi, Zododo et tout. Et puis il dort. Et le lendemain, il refait la même chose. Ce n'est pas vivre du tout. Je ne sais pas comment expliquer cela, mais c'est l'une des choses qui m'a révolté. C'est l'une des choses qui me motive aujourd'hui à me lancer en politique pour justement permettre à ces jeunes-là de faire quelque chose, de devenir utile pour ces pays. C'est très important pour nous.
la jeunesse de ce pays souffre. Moi, en tant que chef d'entreprise, je le vois. Quand tu vois un père de famille jeune, quelqu'un qui vient chez toi chercher de l'emploi, mais il est presque à genoux pour te demander de l'emploi. Ce n'est pas digne, ça ne nous honore pas. Et parfois, tu es dans l'incapacité de lui donner ce travail-là, mais le voir dans cet état-là, le voir en train de verser des larmes pour un travail de 300, 400, 500 $, ça fait très mal au cœur. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé ce terme-là, on vit comme des animaux. Plus de 80% de jeunes dans le chômage, c'est la plus grande insécurité. Aujourd'hui, on parle de Kouloune, on parle d'autres choses, mais imaginez, vous vous réveillez chez vous, vous avez un enfant, mais vous ne savez pas ce que cet enfant-là peut manger. Va manger, le soir, parce que vous n'avez pas de travail, vous ne savez pas, vous allez vous trouver même 2000, 3000 francs. Imaginez comment est-ce que ces parents-là seront terrorisés. Comment est-ce qu'il va passer sa journée en pensant à son enfant. Je ne parle même pas de lui. Ce sont des problèmes que nous devons finalement aborder, ce sont des problèmes que nous devons finalement résoudre pour que notre société puisse aller de l'avant. Finalement aborder, finalement résoudre l'élan de développement, on peut le dire comme ça, et entrer d'arriver en RDC. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Si vous avez été président, qu'est-ce qu'il faudrait changer? Je crois qu'il faut commencer avec des problèmes qui vont résoudre d'autres problèmes. Là, je vais vous poser la question de votre manière. Aujourd'hui, si vous êtes le président de la République, vous direz commencer par où pour les jeunes, par exemple? J'ai rencontré le président il y a à peu près 10 jours. Je lui ai parlé du problème de chômage. Je lui ai dit qu'on doit lancer une chômage. Il faut créer des entreprises, mais ce n'est pas aujourd'hui. Non, mais avant, créer les entreprises est un processus à long terme. Donc cela veut dire qu'il y a un nombre limité des entreprises que nous pouvons créer en une année. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est d'abord de recenser les chômeurs que nous avons dans la République. Il faut lancer une très forte campagne. On a plusieurs chômeurs. Il y a ceux qui... Le fiche d'emploi existe. Mais ils ne font pas ce travail-là, justement. Ils ont déjà recensé des chômeurs. Non, ils n'ont pas fait. J'ai essayé pendant la campagne d'accéder à leur site Internet. C'est un site Internet qui n'existe même pas. Je pensais que vous avez essayé de vous rendre sur place et à les demander. Non, mais ce n'est pas aux jeunes. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Internet n'est pas très développé en RDC. Non, mais il faut au moins commencer par cela. On a quand même une certaine classe qui utilise l'Internet, même s'ils représentent 10%, il faut commencer par eux. Deuxièmement, il faut aller vers le jeune. L'État doit aller vers le jeune. Créer par exemple des maisons communales de chômage, où on va recenser les jeunes qui sont dans le chômage, selon leur cursus, selon leurs besoins, selon ce qu'ils peuvent faire. Si on les recense, on saura comment créer les entreprises, dans quel secteur et comment affecter ces jeunes-là. Parce qu'on tient des discours qui sont très théoriques, très vagues. On dit par exemple que voilà, on va envoyer les chers gays, les jeunes à l'INPP. Mais pour que quelqu'un puisse avoir la volonté d'aller à l'INPP, il faut que l'INPP puisse devenir attrayant. Aussi longtemps que ça ne sera pas attrayant, les gens n'iront pas là-bas. On doit voir... Qu'est-ce que vous voulez dire par attrayant? Cela veut dire qu'on doit voir d'abord... en pratique, que les jeunes qui vont à l'INPP, à leur sortie de l'INPP, ils trouvent de l'emploi et ils commencent à vivre normalement. C'est ça, rendre l'INPP attrayant. Si on sait voir des gens, par exemple, moi je me rends à l'INPP, j'étais chômeur, je suis formé là-bas, à ma sortie de l'INPP, j'ai trouvé un travail et on peut dire que voilà, ces jeunes étaient allés à l'INPP, ils ont trouvé un travail. Ça va créer l'engouement. Tout le monde voudra aller à l'INPP pour trouver ce travail-là. Mais on n'a pas de tels exemples. On n'a pas encore cela. Il y a une question qui me vient à l'esprit comme ça. Aujourd'hui, tout le monde parle de Africa CEO Forum qui vient de se tenir au Rwanda, parlant justement de ces pays, sans le prendre bien sûr pour exemple. Mais aujourd'hui, beaucoup de jeunes africains, beaucoup de jeunes du monde, au lieu d'être demandeurs d'emploi, sont créateurs d'emploi. Pourquoi ne pas encourager des jeunes congolais de créateurs d'emploi et les encourager à être demandeurs d'emploi? Non, mais parce que tout le monde ne peut pas devenir un entrepreneur. Je sais qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui prêchent l'entrepreneuriat sans être eux-mêmes entrepreneurs et qui vendent pratiquement des rêves, sont transformés un peu en ces pasteurs-là des églises de réveil qui promettent des choses irréalisables. Donc il y a plusieurs gens aujourd'hui qui prêchent l'entrepreneuriat sans être entrepreneurs. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Mais même s'il faut encourager les gens à devenir des entrepreneurs, ça serait une solution de développement. Non, mais justement, il y aura toujours des gens qui vont travailler pour d'autres gens. Parce que nos universités aussi forment des employeurs. Ils ne forment pas que ils forment aussi des employés. Ils ne forment pas que des entrepreneurs, ils ne forment pas que des employeurs. Mais il faut que cet équilibre-là soit
maintenu parce que nous avons déjà un certain nombre d'entreprises. Bien sûr, ce nombre-là doit augmenter, mais les entreprises que nous avons peuvent s'ouvrir à plusieurs jeunes et essayer de résoudre à leur manière ce problème-là de chômage. Et puis un autre point important. Aujourd'hui, tout le monde parle d'entrepreneuriat, mais c'est très crucial à ce niveau maintenant de théoriser la chose. Il y a un effort de théorisation qui doit se faire par les chercheurs. Il faut que nous puissions très bien définir la chose pour très bien orienter les jeunes. Ce n'est pas ce que nous faisons. L'entrepreneuriat aujourd'hui... C'est un peu plus simple. Qu'est-ce que cela veut dire quand je dis... Vous êtes un peu plus technique, comment vous êtes entrepreneur, descendant un peu. Qu'est-ce que ça veut dire en français facile, on dirait quoi? Ok, cela veut dire que les chercheurs, les gens qui ont étudié l'économie, les gens qui ont étudié le marketing, les gens qui sont du domaine, qui sont des spécialistes en la matière, doivent s'intéresser à ce domaine-là pour nous produire des théories qui seront consommées par tous. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat? Pourquoi entreprendre? Comment entreprendre? Sur quoi entreprendre? Et peut-être la dernière question, est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Ce sont des questions auxquelles nous devons trouver des réponses aujourd'hui. Parce que les gens qui parlent de l'entrepreneuriat, comme je l'ai dit, ce sont des gens qui ne sont pas entrepreneurs, ce sont des gens qui ne sont même pas universitaires. C'est dangereux. C'est dangereux de faire croire aux gens aujourd'hui, aux jeunes qui ont fini l'université, que ça ne sert à rien d'aller à l'université, que tous les riches que nous voyons, de Bill Gates, je ne sais pas moi, de Mark Zuckerberg, n'ont pas fait l'université. C'est très dangereux. Moi, si j'ai réussi en entrepreneuriat, je le dis toujours, c'est parce que j'ai su convertir ce que j'ai appris à l'université. J'ai su utiliser cette intelligence-là dans le monde entrepreneurial. Il y en a dans des self-made men, c'est des personnes sans être allées à l'université, mais qui commencent comme vous, en vendant des chaussures et puis devenir des grands entrepreneurs. Oui, mais ils constituent cette catégorie-là de personnes qu'on appelle des personnes exceptionnelles. Ça reste une exception. Ici, nous ne pouvons pas partir de l'exception pour créer la règle. Non. C'est la règle qui doit confirmer l'exception. L'entrepreneuriat dans notre pays, nous avons déjà un très grand nombre de chômeurs qui viennent des universités. On doit d'abord s'occuper de ces gens-là. C'est très important. Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que les études, M. Jessie, restent le plus grand investissement de nos parents sur nous. Le pays va mal, nous avons plusieurs problèmes, mais nos parents souffrent pour nous payer les études. Imagine un parent qui paye les études de son enfant de l'école primaire à l'université. Vous savez c'est combien d'argent dépensé? En termes de frais, en termes de fournitures et tout. Et imaginez que cet enfant-là finisse ses études et il ne trouve pas de travail. C'est déjà un problème. Donc voilà. Tout à l'heure, vous disiez que vous avez rencontré le président de la République il y a 10 jours, vous lui avez dit quoi? Je lui ai parlé de ce projet-là de l'emploi, qu'il fallait finalement créer des maisons de chômage dans chaque commune. Nous en avons à peu près 332 pour recruter, recenser les jeunes qui sont dans le chômage. C'est très important. C'est après ce recensement-là que nous allons créer des entreprises qui vont répondre justement aux besoins que nous avons sur le terrain, le besoin de l'emploi. C'est ce qui va aussi nous permettre d'orienter les jeunes qui cherchent le travail par rapport au secteur que nous avons déjà sur terrain. On doit les connaître, on doit les identifier, c'est très important. Allez, il nous reste moins de 5 minutes, malheureusement. J'aurais bien voulu continuer cette émission, mais bon, le temps, c'est le temps à la télévision. Aujourd'hui, tous ces jeunes qui vous regardent, vous êtes peut-être devenu un incubateur, vous inspirez beaucoup de jeunes aujourd'hui. Tous ces jeunes qui vous regardent, vous leur dites quoi? Il faudrait faire la politique comme moi. Qu'est-ce que vous leur direz ce matin? Déjà, la première chose, les chômeurs ne doivent pas faire la politique. J'ai envie qu'on parle en lingala, on a beaucoup parlé en français. Hein, oui, message dans l'AI est simple. Les chômeurs, il ne faut pas passer à la politique. C'est dangereux pour nous. Oui, on a toujours. On a dit que toujours. Pourquoi? Parce que... Je me lance à la politique, c'est-à-dire politique est un espace où et permettra de résoudre des problèmes à la société. Donc, nous avons réussi déjà à privé à saluer quelque chose, de faire une scène politique pour résoudre les problèmes à la communauté. Ceux qui ont mon aux a consommé retrouvé tant on y a la politique on a pour piller pour y bas pour ça la marabouillon sur la corruption tout ça le cobo aller les amalamouté
Nous se fois ça là, apprendre à être politique. N'a pas qu'il est mobile dans la cabongo. Mais les autres, les chômeurs, comment on compte la politique pour trouver mieux que politique comme une profession. Politique faisait pas de profession. Il faut à la place, mon rendez tingaï na yeboé. Na salaire, on allait que ça là pendant 10 ans, 15 ans ou même 5 ans. Après, on a quitté ça, nous on a tiré les bâtiments sous. Il faut évoluer. Donc, c'est très important. Il y a un moment qui a 18 000 candidats, qui a 20 000 candidats. Et c'est là pour moi que choqué qui m'a quitté. N'a pas qui n'a représentant de secrétaire général des Nations Unies, mais vous avez la machine à voter, mais nous avons un pays où tout le monde a candidat. Donc, ça, c'est le bulletin manuel. Et c'est là que c'est le point de donc, c'est un problème pour résoudre ceux qui te définissent la règle mingi abatu et face à la politique. Justement, en définissant ces règles, il y a un moment qui oppose à la candidate président de la République, il faut foutre au moins 100 000 $, croyant que c'est la solution, mais malheureusement, 100 000 $, peut bima ou c'est bizarrement. Mais ils ont 100 000 $, le député va foutre 1 000 $. Ils ont un mouton à gagner même 50 000 francs congolais, à foutre 1 000 $, et pas salir comme par exemple, deux fois. Si vous avez un poste, nous allons bosser à la zamine. À côté, quand vous n'avez pas de sénateur, pas foutre à Bamien. Le problème, c'est que vous avez il faut tout le béla en tant que citoyen pour me rendre bon comme la société. Voilà, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Ça, comme c'est pour la première fois, nous avons toujours l'habitude. Hein. Ça sera pour la postérité. Donc, le petit mot que vous allez nous laisser lors de votre passage dans cette émission, je vous laisse le temps de l'écrire. Entre-temps, mesdames et messieurs, nous allons retrouver la régie pendant que M. Kipuni est en train d'écrire son petit mot que nous garderons jalousement pour la postérité. Allez, on va souhaiter bon anniversaire à tous ceux qui sont nés aujourd'hui. Après, vous commencez par qui? Bon anniversaire à...